Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle saison de ce podcast au sein de mon humble Salon Fantôme. Pour débuter cette deuxième saison, ce sont sur les terres où les geishas et les samouraïs œuvrent en silence que j'ai décidé de faire une halte pour ce nouveau voyage au cœur de l'étrange. Le Japon est indéniablement un pays où légendes et traditions ancestrales semblent sortir d'un rêve impalpable pour nos esprits occidentaux. Et vous allez voir que les coutumes japonaises ont en effet de quoi nous laisser perplexes. Comme par exemple les rituels funéraires qui sont mis en place pour dire au revoir aux défunts. Tout d'abord, il faut savoir que la majorité des Japonais se feront incinérer, puisque pour eux, la crémation est un moyen de libérer l'esprit du corps, permettant à l'être cher de passer à la phase suivante de son existence dans un autre monde. D'autant plus que durant l'époque du Japon féodal, seuls les condamnés à mort étaient enterrés, car la putréfaction et la souillure imposée à un corps qui est mis en terre est considérée comme une honte au Japon. Lors d'une étude récente, la crémation serait encore aujourd'hui envisagée par 99% des personnes interrogées. Mais vous allez voir que ce rituel reste très différent du nôtre et la famille du défunt va devoir respecter de nombreuses règles pour honorer au mieux le nouveau voyage que s'apprête à faire leur être aimé. Pour commencer, juste après le décès, les lèvres du défunt seront humidifiées dans le but que celles-ci renaissent. Ensuite, de l'encens, une bougie et des fleurs seront déposées sur une table. Un chapelet composé de 108 perles sera entreposé entre les mains du décédé et un poignard devra être déposé sur sa poitrine pour éloigner les mauvais esprits. Mais ce n'est pas tout. Une enveloppe remplie d'argent sera glissée dans le cercueil pour payer la traversée du fleuve Sanzu no Kawa qui sépare le monde des vivants du monde invisible. À la suite de cette première phase, survient la veillée funèbre, où un moine bouddhiste récitera un sutra. Il renommera le défunt avec un nouveau prénom afin que l'on ne puisse plus l'appeler durant sa nouvelle vie. Les participants donneront à nouveau une enveloppe noire ou grise remplie d'argent et à 3 reprises, ils devront prendre de l'encens dans les mains, prier et redéposer l'encens dans un encensoir. Une fois la cérémonie terminée, les participants devront s'asperger de sel purificateur pour conjurer les mauvais esprits. Le lendemain, jour de la crémation, c'est une tâche très particulière qui attend les proches du défunt. En effet, durant le déjeuner que les convives vont partager, le corps sera incinéré, ne laissant alors que les cendres et les os qui n'auront pas brûlé. Ensuite, les membres de la famille devront, 2 par 2, prendre des baguettes très spécifiques, le même genre que celles qui nous sont données quand on mange asiatique. Mais ces baguettes sont dépareillées, c'est-à-dire faites de 2 bois différents pour symboliser le monde des morts et celui des vivants. À l'aide de ces baguettes, les personnes vont devoir chercher dans les cendres les différents os du défunt et les placer dans une urne. En fait, c'est quasiment le contraire de notre procédé où chez nous, uniquement les cendres du défunt nous sont remises. Les os, quant à eux, sont retirés et jetés par la personne en charge de la crémation. Au Japon, seule l'urne contenant les os est placée dans une tombe familiale ou dans une colonne d'un temple bouddhiste 50 jours après la crémation. Effectivement,
Pendant 49 jours, la famille se doit de placer l'urne sur un autel au sein de leur foyer. Durant cette période, ils ne porteront que des vêtements noirs et réduiront ou arrêteront quasiment totalement leurs activités. Et puis, au Japon, il y a aussi celles qu'on appelle les Itako. Et je dis bien celles, puisque pour être Itako, il faut obligatoirement être une femme, mais surtout, il faut être aveugle. Car pour les Japonais, les non-voyants sont des personnes dotées de pouvoirs spirituels. Elles sont, en quelque sorte, nos médiums. L'apparition des Itako remonte à de nombreux siècles, puisqu'on en parlait déjà dans certains poèmes de l'époque de Nara, qui se situe au 8e siècle. Et vous allez découvrir que pour devenir Itako, c'est une abnégation totale qui prend place, puisque c'est considéré comme un vrai mariage avec l'au-delà. Mais avant de pouvoir porter ce titre, il faudra faire preuve d'une préparation exemplaire. C'est à l'âge de 11 à 13 ans qu'une famille peut prétendre emmener son enfant au chaman du village afin que celui-ci donne la formation nécessaire à la future Itako. Cet apprentissage, généralement financé par le village, peut durer entre 1 et 4 ans, pendant lesquels la jeune fille va apprendre les prières et sutras bouddhistes et shintoïstes. Ensuite, il faudra respecter un rituel très précis, composé de plusieurs étapes avant de pouvoir lancer la cérémonie officielle dite de l'initiation, c'est-à-dire le mariage. Cela commence par une période de jeûne, où sel, céréales et viande sont interdites durant les 100 jours qui précèdent la cérémonie. De plus, l'Itako ne pourra se vêtir qu'avec un kimono blanc semblable à une robe funéraire et éviter toute chaleur artificielle pendant les 3 semaines qui précèdent le mariage. À la suite de cela, la demoiselle va savoir à quel esprit elle sera mariée. Et pour ce faire, elle prendra des bains purificateurs à l'eau froide qui, dans sa forme la plus extrême, peuvent impliquer un arrosage complet et prolongé par de l'eau glacée pendant plusieurs jours. Ces rituels sont observés par la communauté, car ce processus conduit généralement à une perte de conscience qui est décrite comme le moment où un esprit prend possession du corps de l'Itako. Parfois, la future jeune mariée va s'effondrer en prononçant le nom de l'esprit. Dans d'autres cas, les noms de divers esprits sont écrits sur des morceaux de papier qui sont dispersés pendant que l'Itako les balaye avec une brosse jusqu'à ce que l'un d'eux soit attrapé, ce qui indiquera le nom de l'esprit possesseur. Lorsque tous les rites sont terminés, le mariage peut enfin être célébré. La mariée est habillée d'une robe rouge et ses dents sont teintes en noir. Elle doit boire du saké dans 3 coupes de tailles différentes et à chaque fois en 3 gorgées. On retrouve d'ailleurs ce rituel du saké dans tous les mariages japonais pour symboliser l'harmonie, la stabilité et l'unité du couple. Il n'y a pas si longtemps, le mariage était consommé par un moine shintoïste qui prenait la place de l'esprit. Fort heureusement, ce n'est plus le cas de nos jours. Après le mariage, une dernière étape doit être validée par l'Itako en se retirant pendant 8 jours dans l'isolement total au sein d'un monastère. À la suite de quoi, elle pourra enfin entamer sa nouvelle profession. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne décédera dans le village, elle devra rendre visite à la famille. Une fois sur place, elle appellera l'âme du défunt qu'elle invoquera en chantant afin de pouvoir délivrer le message que le défunt souhaite partager à ses proches.
Il est également possible aux personnes du village de rendre visite à l'Itako dès l'instant qu'ils veulent recevoir un message de l'au-delà. Pour l'aider dans ses différentes tâches, l'Itako possède de nombreux artefacts. Parmi ces outils, il y a tout d'abord un tube noir cylindrique composé généralement de bambou qu'elle doit toujours porter sur le dos. On y retrouve des talismans de protection, ainsi que le certificat validant la formation de l'Itako. On retrouve autour de son cou un collier composé de différents os et dents d'animaux, tels ceux de cerfs, d'ours, de renards ou encore des griffes d'aigle, mais aussi des coquillages. Et puis, elles ont aussi une boîte qui se nomme Gehobako, mais dont le contenu reste secret. Certaines rumeurs laissent à croire que cette boîte contiendrait un crâne de chien ou de chat, voire même un crâne humain, ainsi que des petites poupées. Cette boîte mystérieuse leur garantirait protection durant les rituels qu'elles doivent pratiquer. Un conte folklorique japonais fait référence au Gehobako et le fait qu'il contiendrait le crâne d'un chien obtenu dans un rituel très spécial. Il s'agirait pour l'Itako d'enterrer vivant un chien en ne laissant dépasser que la tête hors du sol avec de la nourriture à ses côtés, mais qu'il ne pourra pas atteindre. Une fois mort, le crâne du chien serait alors mis dans la boîte et l'Itako lui déposera des offrandes de nourriture au quotidien en échange de sa protection. En 1873, le gouvernement japonais tenta d'interdire les Itako, les accusant d'être des charlatans qui profitaient des villageois et prenaient leur argent pour répandre des mensonges. En plus de quoi, on les soupçonnait de prostitution. À l'époque, elles étaient plus de 200 à travers le Japon, mais la loi en a fait arrêter à travers toute l'île. Mais en 1945 et la capitulation du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, la demande du recours à l'Itako réapparut afin de pouvoir communiquer avec l'esprit des soldats disparus durant la guerre. Certaines régions ont donc décidé d'arrêter d'appliquer la loi de 1873, mais d'autres ont refusé et continué d'arrêter les Itako qui opéraient dans l'ombre. Aujourd'hui, il ne reste que très peu d'Itako à travers le Japon. En 2009, on n'en comptait qu'une vingtaine qui avaient toutes plus de 40 ans. Elles sont aujourd'hui principalement sollicitées lors d'un rassemblement très particulier qui prend place du 20 au 25 juillet dans un petit temple situé au sommet du mont Ozor, connu aussi sous le nom du mont de la terreur. Un volcan éteint où ni arbre, ni fleurs ne poussent et aucun animal n'y vit. Même les oiseaux n'y vont pas. Dans la culture japonaise, on identifierait cette montagne comme l'entrée du monde des morts. Cette période estivale où prend place le festival n'est pas anodine, car contrairement à chez nous, où les défunts sont honorés le 31 octobre ou le 1er novembre, la fête des morts japonaise, qu'on appelle le Obon, prend lieu entre juillet et août, suivant la région nippone. Plusieurs centaines de personnes se réunissent chaque année sur ce site afin de pouvoir rencontrer une Itako. Mais ces dernières se faisant de plus en plus rares, il faut parfois attendre plusieurs heures avant de pouvoir en approcher une et entendre le message des esprits. Les Itako ne sont pas à confondre avec les Miko, qui étaient traditionnellement des prêtresses chamanes qui aujourd'hui travaillent davantage dans les sanctuaires shintoïstes. En 2022, l'organisme Kawazu Planning a édité un album de photos d'Itako faites par Watada Aya, dont le titre s'appelle « Parler aux morts ». L'idée principale de ce livre
étant de pouvoir documenter et archiver les Itako avant leur extinction totale, puisque cette perspective semble dramatiquement inévitable. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.